Bonjour à tous, aujourd'hui un numéro spécial d'Explorer avec la traduction d'une interview qui a eu lieu entre Jay du Project Unity, Ralph Blumenthal qui a été journaliste au New York Times pendant 45 ans et Leslie Kean, auteur et journaliste. Ces deux derniers ont publié depuis 2017 une série d'articles sur les ovnis en utilisant les témoignages de pilotes, de représentants du gouvernement et de cadres des forces armées. Ces deux dernières semaines, ils ont publié 2 articles révélant l'existence de briefings donnés à des représentants du gouvernement dans lesquels on leur présentait des informations disponibles sur un programme secret de récupération d'ovnis qui se serait écrasé sur Terre. Jay. Très bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis ici avec des invités remarquables qui viennent juste de provoquer un séisme médiatique dans le domaine des ovnis. Depuis quelque temps, des rumeurs dans la communauté ufologique à propos d'une enquête et de la mise en place d'une série d'articles sur cette enquête par le New York Times concernant les programmes de récupération d'épaves d'ovnis se répandent. Cela fait un moment que certains d'entre nous sommes au courant des recherches de ces 2 journalistes d'investigation du New York Times. Nous allons les écouter présenter leur enquête et leur dernier article qui suggère que des programmes secrets de récupération d'ovnis dans le champ des contrats entre des sociétés privées et le ministère de la Défense existe. Après avoir été mis au courant de ces enquêtes depuis que ces journalistes ont contacté mon avocat Michael Hall plus tôt cette année, c'est un grand soulagement pour moi de pouvoir parler ouvertement de ce sujet avec les 2 journalistes qui sont responsables de l'arrivée de cette information dans les médias de masse. Et c'est donc avec le plus grand des plaisirs que je reçois Leslie Kean et Ralph Blumenthal sur la chaîne YouTube du Project Unity. Leslie et Ralph, comment allez-vous? Ralph, très bien Jay, merci. Leslie, je suis enchanté d'être là avec toi, merci de nous recevoir. Jay, je veux tout d'abord vous remercier d'être venu et de prendre le temps de parler avec moi étant donné que nous sommes au début de cette discussion. Ma première question pour vous deux est de savoir quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur cette enquête. Pouvez-vous nous donner une date? Et est-ce que ce sujet a été particulièrement difficile à traiter pour vous? Leslie, quand tu dis cette enquête, tu parles spécifiquement du dernier article? Parce que nous avons fait une série d'articles, ils sont tous connectés entre eux et ils doivent se lire les uns derrière les autres. Comme tu le sais, notre premier reportage était en décembre 2017, donc je ne sais pas si c'est ce dont tu veux parler ou si tu veux parler de ce dernier article en particulier. Ralph, c'est ce que j'allais dire. Nous devrions laisser un peu de temps pour discuter des origines de notre collaboration parce que c'était extrêmement important pour comprendre les implications de notre entretien. En effet, cela remonte à 2017, ce qui vous montre la quantité de temps nécessaire pour parvenir à mener une enquête de ce calibre. Mais le premier reportage qui a eu vraiment un impact, celui où on l'a divulgué que le Pentagone avait un service d'enquête sur les ovnis, malgré le fait qu'ils aient officiellement déclaré ne pas en avoir, et ce sur plusieurs années, cela remonte à 3 ans. Donc on peut parler de 2 différents moments, 2 différentes étapes. Le premier reportage qui a ensuite mené au reportage que nous venons de publier, et ensuite cet article que nous venons de publier et qui a nécessité quelques mois de travail en amont. Jay, je pense que cela serait plus compréhensible si l'on commençait par la première publication. Leslie, oui, je peux commencer par ça, car la façon dont tout a commencé a été, vous savez, à cette époque, j'avais déjà commencé à faire des reportages sur des ovnis. Cela fait désormais 20 ans et j'ai écrit un livre à ce propos. Donc j'avais déjà pas mal de contacts dans l'ufologie et en octobre 2017, c'est à ce moment que Luis Elizondo, le chef du programme d'enquête sur les ovnis, a démissionné. Littéralement le jour de sa démission, j'ai été invité à Washington pour le rencontrer. J'y ai été invité par quelques-uns de ses collègues, nous étions 4 à la rencontre, et comme on l'a déjà dit, c'est à ce moment que tout a commencé. J'ai passé peut-être 3 heures là-bas dans un hôtel avec ce groupe de personnes. J'y ai rencontré Luis Elizondo pour la première fois et on m'a montré des informations stupéfiantes. Avant cela, je n'avais pas la moindre idée qu'un tel programme existait. Et là, je me retrouvais assise en face de son directeur et on m'a montré ses accréditations, les vidéos, d'autres documents. Et depuis, nous avons publié des articles à ce propos. Mais à cette époque, je n'avais pas eu le droit de rapporter quoi que ce soit avec moi. C'était comme s'il me présentait tous ces documents. C'est d'abord que j'ai contacté tout de suite Ralph, car Ralph a travaillé au New York Times pendant une très longue période, et il est un lien vers le New York Times, il est un journaliste du New York Times. À cette époque, moi je n'avais jamais rien fait pour le New York Times.
J'ai donc apporté ces éléments à Ralph, et nous avons eu un entretien avec un journaliste d'investigation, Mark Mazzetti de l'antenne de Washington, où nous avons proposé ce reportage au New York Times, et ils ont dit allons-y. C'est comme ça que tout a démarré. Je ne sais pas si Ralph, tu veux intervenir là-dessus. Ralph, tu as donné un bon résumé des faits, Leslie. Je connais Leslie depuis de nombreuses années, et quand elle m'a dit qu'elle avait été à cette rencontre avec Luis Elizondo et les autres à Washington, et qu'il lui aurait raconté que le Pentagone avait un programme secret d'études des ovnis, cela ressemblait à une idée fantastique pour un reportage. J'ai donc envoyé un email à Dean McKay, qui était l'éditeur exécutif du New York Times à l'époque. J'avais quitté le New York Times comme un membre de son administration en 2009, après 45 ans à son service, donc j'avais encore mes contacts là-bas. Et Dean, à son grand mérite, a reconnu que ce n'était pas un type de reportage que le New York Times avait l'habitude de traiter, mais qu'il s'agissait d'une occasion unique de vraiment faire une percée vers quelque chose d'extraordinaire. Et il nous a donc mis en contact avec Mark Mazzetti de Washington. Nous l'avons rencontré à la cafétéria du New York Times, et nous avions déjà une grande quantité d'éléments de l'enquête avec nous. Nous lui avons présenté. Notre angle d'attaque sur le sujet, et nous en étions très fiers, était que tout était sourcé, listé et enregistré, nous n'utiliserions aucune source anonyme, nous appliquerions une transparence complète. C'est comme ça que tout a commencé. Jay, c'est fascinant, et je pense que nous avons tous vu le basculement arriver depuis 2017. Tous ceux qui sont, même de loin, connectés à la sphère de la recherche ufologique, ont vu un basculement fondamental originant des articles que vous avez écrits, jusqu'aux révélations publiées par TTSA, et cela me renvoie à quelque chose que je voulais dire, sur le fait que, malgré le basculement, la tension sociale portant sur le domaine de la recherche ufologique avec la création de TTSA, la validation par le Pentagone du programme ATIP, le fait que la Navy ait confirmé que les vidéos étaient authentiques, aussi bien que la récente loi sur la transparence des données classifiées concernant les ovnis proposés par Marco Rubio, malgré tous ces signaux que le sujet commence à s'ouvrir au grand public, je n'arrive pas à imaginer qu'autoriser la publication d'un reportage travaillant sur l'hypothèse de programmes de recherche, travaillant sur la récupération et la rétro-ingénierie d'épaves de vaisseaux d'origine extraterrestre ne soit pas une décision lourde de conséquences pour un journal aussi établi que le New York Times. Je me demande donc à quel point vous avez eu du mal à convaincre les éditeurs de publier l'article. Ralph. Le premier article n'a pas été si dur que ça à faire passer dans le journal une fois que nous avons rencontré les bonnes personnes et présenté les documents en notre possession. C'est bien sûr passé à travers une grande quantité de modifications, et j'ai d'ailleurs à ce propos écrit un article pour le New York Times expliquant ce que cela demande comme effort d'arriver à faire publier un article par le New York Times sur un sujet avec autant de controverses que celui-là. Et c'est extrêmement difficile. Mais pour être honnête, ils avaient besoin de poser les questions qui font mal, et donc les éditeurs ont fait un travail très rigoureux, mais c'est le cas de tout gros dossier. Au fil de mes 45 ans pour le New York Times, j'ai travaillé sur de très nombreux reportages, et tous les gros dossiers passent par une édition rigoureuse. Ça fait partie du fonctionnement normal du journal. Jay, est-ce que vous diriez... Leslie, est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Je pense qu'il y a eu une progression. Le premier article était tellement clair, grâce à tous les documents que nous avions, et c'était tellement tentant pour le New York Times que je pense que celle que nous avons fait ensuite en 2019 sur les témoignages de l'USS Roosevelt, une après cela concernant les documents de FOIA appuyant ces témoignages. Donc il y a eu une progression, et je pense que maintenant, des entretiens concernant la récupération d'épaves d'OVNI sont la prochaine étape. Et je pense que si on avait essayé de le faire en avant, cela n'aurait pas été possible. Je pense qu'il y a eu cette montée en puissance, et je pense que Ralph sera d'accord avec moi, ce sujet est le sujet le plus difficile à traiter dans le New York Times. Car, pour toutes les raisons que vous puissiez imaginer, à cause de sa controverse, à cause de la confidentialité des informations, limitant le nombre d'informations que nous pouvons publier directement, et du sensationnalisme ambiant dans le domaine. Ça a été une épopée de travailler avec le New York Times sur ce sujet, et je les salue de nous avoir suivis tout du long, et de nous avoir permis de publier nos articles.
C'est un sujet explosif, nous sommes très chanceux d'avoir la permission du New York Times de pouvoir publier nos articles. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable que l'on puisse le faire. Ralph. Il faut aussi se rappeler que dans notre premier article, nous avions pu montrer des copies des vidéos autorisées de ces rencontres rapprochées. Il y avait quelque chose de tangible sur lequel appuyer nos articles que les lecteurs pouvaient voir, des preuves factuelles de rencontres avec quelque chose même si nous ne savions pas avec quoi. Ces vidéos sont toujours les vidéos les plus vues, les plus commentées, les plus partagées que le New York Times a jamais diffusées. Il n'y a pas de limite à l'appétit du public de les voir, et elles sont toujours disponibles sur le site internet du New York Times. Dans ce dernier article, nous n'avions pas cela, car la récupération d'épaves est un sujet confidentiel. Nous ne pouvions pas montrer de données, de témoignages, de matériaux, de photographies qui sont supposément issus de ces crashs, donc c'était un gros handicap. Jay, je suis d'accord avec vous, c'est une progression, comme Luis Elizondo l'a dit, cela s'est déjà produit, il suffit d'attendre que cela se déploie. Étiez-vous au courant de rumeurs concernant des programmes de récupération d'épaves quand vous travailliez sur l'article de décembre 2017 et les autres articles par la suite, et pouvez-vous dire ce qui vous a retenu de traiter du sujet à ce moment-là, le cas échéant? Leslie. Je peux dire que j'étais au courant de ces rumeurs parce que cela fait tellement longtemps que je travaille sur ce sujet, et j'ai eu tellement de sources, donc je l'ai toujours eu en présent, en arrière-pensée. Mais je pensais que je n'arriverais jamais à publier un article dessus, et je pense que c'est une bonne indication du chemin que nous avons parcouru depuis 2017. Que parler de ce sujet dans le New York Times est concevable aujourd'hui. Donc le sujet n'a rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau est de pouvoir en parler librement. C'est vraiment la preuve qu'un cap a été franchi, qu'un long chemin a déjà été fait depuis 2017. Ralph. Je suis d'accord. La chose la plus proche que nous ayons dit de ce sujet en 2017 était que Bigelow, qui était un contractant privé dans ce programme, avait construit un entrepôt pour conserver les éléments récupérés. C'était dans notre article. C'était le plus loin possible pour nous. C'était tout ce que nous avions pu trouver sur cette piste à cette époque. Nous avons depuis appris qu'aucun élément n'avait été fourni et donc l'entrepôt était resté vide. Nous avons donc pu aborder le sujet, mais les détails nous échappaient. Et en effet, c'est une progression, avec une montée en puissance depuis les premiers articles. Aujourd'hui, nous sommes à un point où nous pouvons aborder le sujet et publier les éléments que nous pouvons décrire. Leslie. Un autre aspect intéressant du sujet est que les sources que nous avons n'auraient pas accepté à l'époque de dire ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Elles aussi se rendent compte de la progression, elles aussi s'ouvrent au fur et à mesure, elles sont affectées par les différentes étapes qui ont été franchies, telles que le rapport du Sénat demandant que les informations soient données au comité du Sénat. Ralph. Et tu sais, la volonté grandissante de la Navy de publier de nouvelles règles pour inviter ses membres à transmettre des rapports provenant de pilotes, ils ont changé leur procédure pour que les pilotes puissent rapporter leurs témoignages sans avoir peur de représailles. Cela envoie des signaux montrant qu'il y a un niveau d'acceptation plus grand à l'intérieur du Pentagone de ce sujet. Jay, vous avez couvert ce dont je voulais parler, mais je le précise quand même au cas où vous souhaiteriez rebondir dessus. Est-ce que vous pensez que le New York Times vous a aidé et appuyé dans vos enquêtes? Et est-ce que vous ressentez un appétit pour ce sujet dans les médias de masse et le public en général, ou est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est encore trop explosif? Ralph. Laissez-moi intervenir là-dessus. Inaudible. Il y a inaudible. Question à l'intérieur. Le New York Times nous a aidés, car ils ont pris en charge un travail très difficile d'édition. Comme je l'ai dit précédemment, les reportages sont passés à travers de nombreuses combinaisons. Nous avions énormément d'informations, comme souvent il arrive dans les gros dossiers d'investigation. Les journalistes finissent avec beaucoup plus d'informations que ce qui est physiquement possible d'écrire dans l'article. Inaudible. Les choses basculent au fur et à mesure. Inaudible. Et le New York Times à nos côtés durant tout le processus. Ils auraient très facilement pu dire, vous savez les gars, c'est trop compliqué, trop controversif, nous dépensons trop de temps sur ce sujet, il vaut mieux abandonner maintenant. Mais au contraire,
ils nous ont vraiment épaulés. Nous avons bien sûr eu des discussions sur un très grand nombre d'éléments, mais c'était toujours avec l'assurance qu'ils sortiraient l'histoire coûte que coûte. C'est grâce à la grande attention et à l'investissement des lecteurs, je ne pense pas qu'aucun autre sujet n'engoue autant les foules que celui-là. Leslie. Oui, Jay, ta question portait sur l'intérêt des médias de masse ? Jay. Est-ce que vous ressentez un appétit pour ce sujet dans les médias de masse et le public en général, ou est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est encore trop marqué ? Leslie. Évidemment, il y a un énorme appétit dans le public. Il suffit de regarder comment il a répondu aux articles que nous avons publiés. Donc oui, de façon très significative, et je pense que tous les médias s'y intéressent, car à chaque fois que le New York Times publie un article, il est repris partout. Il faut savoir que la plupart des médias n'ont pas les moyens d'avoir des journalistes d'investigation comme nous, qui peuvent passer des mois à creuser les sujets pour publier ensuite un article. Le New York Times a pris la tête là-dessus et les autres suivent, mais je pense qu'il est important que nous travaillions avec le New York Times à cause de leur importance dans les médias et de leur rigueur dans leur processus d'édition des articles. C'est ce qui nourrit la confiance dans les articles du New York Times. Je veux aussi ajouter à ce que Ralph a dit à propos de ce processus d'édition. La longueur et sa complexité sont dues au fait qu'il y a de multiples éditeurs. Nous n'en avons pas qu'un seul. Il y en a beaucoup qui doivent signer sur un article pour que celui-ci soit publié. Ce que je veux faire comprendre, c'est que nous avons beaucoup plus d'informations que ce qui a été publié, mais à cause du manque de place et des éditeurs qui ont pesé sur l'article, et d'autres considérations, l'article est paru sous cette forme. Nous en sommes heureux. Nous pensons qu'il vaut mieux y aller un pas après l'autre pour que nous puissions graduellement faire monter la pression. Ralph. Je voudrais aussi dire que ce processus que j'ai vu appliquer pendant toutes mes années au New York Times, je ne dis pas qu'il est unique au New York Times, mais il est une spécialité du Times. Cela fonctionne ainsi. Vous soumettez votre article à un éditeur, il va le relire et suggérer des modifications, et une fois qu'il l'a modifié, l'article passe à un groupe constitué de plusieurs éditeurs qui n'ont aucun rapport avec le domaine traité dans l'article. Ils ne sont au courant de rien avant de lire l'article. Eux aussi suggèrent des changements, et ensuite passent l'article à l'échelon suivant. Et ce processus se répète, échelon par échelon, jusqu'à atterrir sur l'éditeur exécutif qui était Dean McKay. Il le lit sans rien savoir auparavant de ce qui s'est passé aux échelons inférieurs, ou sans savoir l'objectif de l'article. Lui aussi en vient à se poser des questions, et c'est une blague récurrente au New York Times, c'est que même une fois que l'article a été édité jusqu'à l'os, le chef aura toujours d'autres questions. Mais à la fin, c'est une grande force, car toute question posée par les éditeurs, même si l'article n'est jamais parfait, il y a toujours quelque chose qui peut passer à travers les mailles du filet. Même le New York Times publie des correctifs à ses articles, mais c'est un processus très bien huilé que des journaux plus petits ne peuvent pas se payer. Mais le New York Times en fait une spécialité. C'est juste un processus extrêmement rigoureux, et je pense que cela aide sa crédibilité. Les lecteurs savent qu'une fois que l'article est paru, il est passé par toutes ces étapes, et il a été coopté. Leslie. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que cela nous a pris autant de temps de publier un article. Je veux dire, je pense qu'il y a eu cette sorte de frénésie qui s'est développée sur Internet à propos de notre article. Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Tout article que vous faites pour le New York Times, spécialement sur ce sujet, prend un long temps car il faut respecter ce processus d'édition. Et aussi parce que ça n'est qu'un des articles dans les tuyaux des éditeurs. Donc parfois, nous ne pouvons qu'attendre que la prochaine étape se finisse. C'est donc un processus qui prend beaucoup de temps. Ralph. Pensez simplement au contexte dans lequel sort cet article. Le pays et le monde sont consumés par le coronavirus. Manifestations, Black Lives Matter, ce n'est pas comme si rien ne se passait dans le monde, au contraire. C'est comme si cet article avait dû jouer du coude pour passer devant d'autres articles. Je veux aussi dire quelque chose de plus par rapport à ce que vous avez dit. Cette frénésie sur Internet à propos de notre article, je veux juste dire que ça n'aide pas. Si vous êtes en train d'enquêter en tant que journaliste du New York Times, essayant de traiter un sujet, vous trouvez devant vous ces échanges où des personnes divulguent des fragments de votre travail ou des éléments d'information issus de vos sources, cela rend votre travail plus difficile. Que cela vienne de personnes qui se disent intéressées par mettre au jour la vérité, cela barre vraiment la route. Cela nous a beaucoup embêtés. Devoir non seulement être absolument certain de blinder notre article, mais devoir en même temps surveiller nos arrières. Car
des personnes nous tiraient des balles dans les chevilles en annonçant à l'avance ce qu'ils supposaient que nous allions faire dans notre enquête, souvent basée sur absolument rien. Ils vont parler de ça, le New York Times va faire ça. C'est vraiment un environnement de cours de récréation dans lequel nous devions travailler sur un sujet sérieux. Donc je voudrais vraiment faire passer ce message aux personnes voulant connaître la vérité, donner un peu d'espace aux journalistes quand ils mènent leurs enquêtes, car cela nous a objectivement ralenti dans notre travail. Jay, je peux compatir avec cela, car certaines de ces choses prennent un très long temps et révéler des informations qui ont précieusement été gardées au secret pendant l'enquête peuvent démembrer tout le travail qui a été fait jusque-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Leslie. De plus, nous ne voulons absolument pas que d'autres journaux ou médias avec qui nous sommes en compétition sachent que nous travaillons sur un article. Vraiment. Et encore, avoir des personnes parlant de ce dont l'article va parler. Un autre problème est qu'il y a une telle montée en pression de l'attente de certaines personnes, que quand certaines personnes s'expriment sur le fait qu'elles sont déçues de l'article, je pense que cela nuit vraiment à l'impact de l'article. Et cette sorte de frénésie expectative qui est montée en pression, et je tiens à dire que Ralph et moi n'avons rien à voir là-dedans, c'est quelque chose qui a été généré et entretenu par la communauté. Quand l'article a été publié, ils ont juste dit « Oh, je voudrais répéter ce qu'a dit Ralph. Cela nous serait vraiment une grande aide, et franchement, pour n'importe quel journaliste, de ne pas faire cela dans le futur. Pour moi, cela ne sert aucun objectif. » Jay, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. À propos du fait que dans les communautés de la recherche ufologique spécifiquement, parfois, nous sommes tellement saturés avec des informations et des annonces de certaines personnes sur différents sujets, et je sympathise avec certaines parties de ces communautés. Il est difficile de constater qu'ensuite le courant de pensée majoritaire dans notre culture ne reprend pas ces annonces, ils ne comprennent pas. Et cela, je peux comprendre, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que nous sommes tellement saturés d'informations que le reste du monde n'a pas... Nous échouons à reconnaître les implications d'informations étant publiées à ce niveau des médias de masse, car nous essayons de convaincre les députés, les avocats, les gens d'influence, et c'est important que les personnes de la communauté ufologique soient reconnues, car nous avons été relégués à des théories du complot et identifiés comme des fous avec des chapeaux en aluminium depuis tellement longtemps que maintenant que des pilotes, des sénateurs, des membres du gouvernement se mettent à parler ouvertement du sujet, il y a un niveau de mérite de la communauté ufologique qui a été nié et elle peut devenir très amère là-dessus. Et donc je suis d'accord avec vous car c'est tellement important de mettre en avant votre article. Et d'ailleurs, j'aurais aimé voir dans cet article une mention des fuites de l'amiral Wilson, et ce sera peut-être quelque chose qui viendra plus tard, mais une chose dont je voudrais parler, et c'est ce dont tout le monde veut parler, dont personne ne parle, c'est la réaction du sénateur Reid. Il disait qu'il avait lu des comptes rendus qui étaient pour certains intéressants, pour d'autres moins intéressants, et qu'il y avait des éléments que le gouvernement et des sociétés privées engagées par le gouvernement détenaient. Et l'article a été corrigé pour dire que le sénateur Reid avait eu connaissance d'une possibilité que cela ait pu se produire. Il a aussi posté un tweet la nuit dernière disant « Je n'ai aucune connaissance et je n'ai jamais suggéré que le gouvernement fédéral ou une autre entité possède des débris ou un ovni. J'ai constamment rappelé que nous devions en rester à la science et non à des contes de fées à propos de petits hommes verts. Je trouve assez difficile de croire qu'une citation aussi directe n'aurait pas été vérifiée avant publication, mais à cause d'un tel écart du sénateur Reid, ma première question pour vous est celle-ci, est-ce que le New York Times a vérifié auprès du sénateur Reid ses dires avant publication ? Ralph. Tout d'abord, Jay, les citations n'ont pas été contestées. Les citations sont restées dans l'article, elles n'ont pas été modifiées, changées ou niées par Harry Reid. Nous avons 2 citations directes dans l'article et aucune des 2 n'a été contestée. Ce qui a été modifié, comme tu l'as mentionné, était une paraphrase, lui attribuant des idées que nous pensions exactes. Il y a eu un problème avec cela, mettant en hypothèse le fait que des ovnis se soient crashés. Nous avons donc accepté cette modification, mais les citations dans l'article n'ont été ni modifiées ni contestées. Il faut s'en rappeler. Leslie peut répondre à la question suivante sur ce qu'il dit aujourd'hui. Je pense qu'il est important de se rappeler que la base principale de notre article n'a jamais été mise en question. Leslie. Exactement, le seul problème qu'il a soulevé spécifiquement et demandé une modification était cette phrase que Ralph a lue et
C'est visible sur notre article dans le site internet du New York Times. C'est simplement un changement de tournure de formulation d'une paraphrase. Ce n'était même pas une citation, il n'a rien demandé d'autre jusqu'au jour suivant. Mais le lendemain, il a décidé de tweeter à ce sujet. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le fait qu'il ait été sous pression, mais nous n'avons pas eu d'informations là-dessus. Nous savons que nous avons fait une interview très approfondie, avec beaucoup de notes, et nous savons ce qu'il nous a dit, et il nous a donné beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans l'article. Nous restons certains de ce qui est écrit dedans, ça ne fait pour nous par l'ombre d'un doute. Il ressent le besoin de prendre de la distance avec ses déclarations, et nous ne savons pas pourquoi, mais c'est sa décision. Ralph, il était aussi un acteur principal de notre premier article. Il n'y avait aucun problème à l'époque. Il n'a jamais nié aucune partie de cela. Nous avions une bonne relation avec lui, et depuis nous étions restés en contact à propos de nos articles. Nous le considérons comme un allié de poids dans la recherche de la vérité. Mais les hommes politiques sont soumis à de fortes pressions. Je ne sais pas. Nous ne sommes intéressés que par ce qui fait notre article, et notre article tient encore debout. Leslie, nous avons le plus grand respect pour lui. Je veux dire, nous ne sommes pas heureux de voir cela se produire. Mais avec un respect total pour le sénateur, s'il a besoin de dire ce qu'il a dit, nous le respectons. Et je pense qu'il a un problème avec le fait que ce soit écrit dans l'article. Qu'il y a en quelque sorte une association entre lui et la notion de ces objets d'un autre monde. Juste à voir cela, même si dans nos discussions avec lui il semblait clair que c'était ce dont nous parlions, et il a dit beaucoup d'autres choses qui impliquaient une telle compréhension du sujet de sa part. Je pense qu'en tant que politicien, qu'en tant que personnalité, il n'a pas assumé de le voir écrit de façon aussi franche. Et je respecte cela. Mais ce que nous avons écrit n'est pas erroné. Jay. Avec un respect total pour le sénateur Reid, il semble moquer l'hypothèse d'une potentielle inaudible, par son commentaire sur Twitter. N'êtes-vous pas inquiet qu'une de vos sources principales ne se mette à aller à reculons un petit peu et ouvertement moque l'idée qu'il y ait des petits hommes verts? Ralph. Tout d'abord, personne ne parle de petits hommes verts. Je ne sais pas si ce sont des hommes, et les gens parlent souvent de façon imagée et plaisante. C'est d'ailleurs un problème, ce champ de recherche attire le ridicule, et c'est un des moyens de désarmer les critiques. Les gens usent souvent du ridicule. Il faut garder en tête de quoi nous sommes en train de parler. Nous parlons de faits que nous avons pu établir dans cet article. Des briefings ont eu lieu où des membres importants du Congrès ou des membres de haut niveau, officiels, du renseignement participaient, et ces briefings mentionnaient des comptes rendus de crash d'OVNI et de la récupération d'éléments sur l'emplacement de ces crashs. Nous n'allons pas plus loin, nous ne supposons rien. D'hommes, verts ou non, nous en restons aux faits. Et les gens qui étaient les plus avancés dans ce domaine et les plus intelligents ont fait très attention à cet argument. C'est de l'hubris d'aller au-delà et de commencer à spéculer. La seule façon de continuer à progresser est de rester à ce qui peut être confirmé, et nous avons trouvé extrêmement parlant que ces informations soient données à des membres de nos parlements dans des briefings officiels classifiés, même si nous n'avons eu accès qu'à des éléments non classifiés de partie de ces briefings, mais pour nous cela était extrêmement important. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà, de spéculer de quelle planète ils viennent, cela n'a pas de sens, et même cela va barrer la route. Jay, j'ai des informations qui me viennent d'une source très sûre, qui m'indique que vous avez au minimum 2 sources militaires de très haut rang qui corroborent l'existence d'un programme de récupération d'épaves d'OVNI. Je me demande si, peut-être Leslie, est-ce que vous pouvez confirmer cela? Leslie. Nous avons les sources de nos articles, si c'est ce que tu veux dire. Nous avons nommé dans un article le docteur Eric Davis, Luis Elizondo et Harry Reid. Nous avons d'autres sources, mais nous ne nommons pas les sources que nous ne citons pas dans les articles. Mais peut-être que tes sources font référence à Davis et Luis Elizondo. Jay. Non, ce seraient des sources qui auraient été laissées en dehors de l'article. Leslie.
Oui, nous avons d'autres sources, que nous n'avons pas impliquées dans cet article, et nous ne pouvons pas les nommer à cet instant. Jay. Pas de souci, mais pouvez-vous confirmer qu'il y a d'autres personnes qui ont confirmé l'existence de ce programme de récupération d'épaves? Leslie. Elles ont indirectement impliqué ou confirmé le cas, mais c'est très dur pour ces sources d'être très directes à propos de quelque chose d'aussi sensible et classifié que cela. Donc je dirais oui, nous avons d'autres sources qui appuient ce que nous disons dans notre article. Ralph. J'ajouterai que nous avons été maniaques sur le principe de ne garder que des sources qui, à la fin, accepteront d'être citées. Nous ne voulons pas écrire un article, le type d'article que vous pouvez lire souvent d'un correspondant de Washington où une source anonyme déclare quelque chose. Cela enlève de la crédibilité, spécialement dans notre type d'article. Peut-être que dans les milieux diplomatiques, vous pouvez publier un papier sans source et vous en sortir. Mais vous ne voulez vraiment pas faire ça avec un article qui parle d'OVNI. Donc oui, il y a beaucoup de personnes avec qui nous en parler, mais tant qu'ils ne veulent pas ou ne sont pas prêts à être cités dans un article, ils n'ont pas vraiment d'utilité pour nous. Nous voulons obtenir autant d'informations que possible, mais dès le départ. Nous avons insisté que tout devait être sourcé et les noms des sources rendues publiques au même moment que leurs témoignages. Cela augmente la crédibilité de l'article. Leslie. Et je pense que les autres sources nous aident, non pas avec le texte final de l'article, mais elles nous donnent une plus grande confiance dans ce que nous sommes en train de publier. C'est ainsi que nous avons beaucoup plus d'informations que ce que nous pouvons librement dire. C'est la valeur de ces sources, la certitude et la confirmation que notre travail est exact. Jay. Oui, c'est logique, et je suppose que certains ne souhaitent pas se faire connaître publiquement. Ralph. Certains voulaient témoigner publiquement, mais il n'y avait pas assez de place pour eux dans cet article, où le sujet était différent que celui que nous avons traité dans cet article. Donc cela ne veut pas dire que les 3 sources que Leslie a citées sont les seules à vouloir témoigner publiquement. Il y en avait d'autres qui seront peut-être plus volontaires dans un article suivant et qui d'ailleurs étaient plus volontaires, mais nous ne pouvions les citer. Non, le contenu de l'article est tout ce que le New York Times était prêt à assurer comme étant vrai, à partir des informations que nous avions obtenues. Nous n'avons pas cherché à contredire cela, et de façon assez générale, un court article précis a un plus grand impact qu'un lourd dossier aux nombreuses ramifications. Le New York Times nous a donné cet espace à remplir, à peu près, mais nous ne pouvions pas tout mettre, donc peut-être que nous les mettrons dans un autre article. Jay. Vous pensez qu'il y a eu des récupérations d'épaves d'OVNI? Oui. Leslie. Est-ce que c'était une question? Jay. Est-ce que vous croyez à la récupération d'OVNI d'origine extraterrestre? Ralph. Ce que nous croyons a moins d'importance que ce que nous avons écrit. Nous avons écrit que les membres du Congrès, de l'administration du Congrès, et des membres de haut niveau du ministère de la Défense ont assisté à des présentations dont le contenu portait sur la récupération d'épaves d'OVNI. Cela, tout seul, je pense, est déjà tout à fait sensationnel. Ma croyance personnelle est, je pense, hors de propos. Nous avons trouvé cette information enthousiasmante, que des membres du Congrès aient été briefés dessus, des hauts membres du Congrès, du Pentagone, des renseignements militaires ont été briefés dessus. Cela est plus important que ce que je pourrais croire. Leslie. Et je rajouterai à cela, Jay, les briefings sont extrêmement importants. Le fait même qu'ils existent montre l'importance du sujet. Il n'y aurait pas de briefing à haut niveau qui n'ait aucun intérêt. Mais cela vient aussi des gens qui ont accepté d'être cités sur les faits que ces présentations ont eu lieu. Ils vont aussi loin qu'ils le peuvent légalement en disant que tous ceux qui ont été profondément impliqués dans ce sujet depuis un long moment et des personnes avec un très haut niveau d'accès aux informations confidentielles, ces personnes sont en position de connaître plus que tous les autres. Et nous sentons donc la culmination des faits que ces briefings aient eu lieu, que nous ayons les meilleures sources, connaissant le mieux ce domaine, et que nous ayons de la documentation appuyant cela sous forme de documents montrés pendant ces briefings, nous ont donné à voir que ces briefings se sont réellement produits. Bien sûr, nous ne pouvons pas aller aussi loin que nous le souhaitons en le prouvant.
C'est ce que nous ont dit nos éditeurs, et que nous avons dit dans notre article. Mais nous sommes très très proches de le prouver. Quand vous avez des autorités telles que celles auxquelles nous avons accès, parlons de cela, et quand vous savez qu'ils ne gâcheraient pas leur temps, ils n'auraient pas d'intérêt dans des éléments qui ne fonctionneraient pas si ce n'était en corrélation avec des épaves d'OVNI, tout simplement parce que sinon cela ne concernerait un autre programme, et non un programme de récupération d'épaves d'OVNI. Avez-vous peur qu'à cause du commentaire du sénateur Reid, la crédibilité de votre article puisse être endommagée et puisse pousser le New York Times à ne pas publier d'autres articles dans la même veine? Ralph. Non, pas du tout. Tu sais, cela fait longtemps qu'en tant que journaliste d'investigation, nous avons l'expérience de personnes essayant de pinailler avec nos articles. Nous sommes certains de tout ce que nous avons écrit. Quand nous avons publié quelque chose de faux, nous avons accepté les corrections à chaque fois. Le New York Times le fait à chaque fois. Je pense que l'article est en béton armé. Les principes fondamentaux de l'article n'ont pas été critiqués, personne n'a remis en question les citations, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que cela diminue notre crédibilité ou l'intérêt porté à notre article. L'impact qu'il a déjà eu et la façon dont il s'est répandu, selon les meilleurs, sont les meilleurs témoignages de cela. Jay. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est que la confirmation d'une vie intelligente autre que la nôtre dans notre univers serait probablement l'article du millénaire. Je me demande pourquoi le plus grand journal de la planète reculerait devant un tel dossier. Il y a beaucoup de rumeurs en ligne, et beaucoup de personnes pensent que les parties vraiment intéressantes de votre article ont été coupées, malgré l'argument de la limite de l'espace que vous nous avez donné tout à l'heure. Ralph. Nous écrivons ce que nous pouvons confirmer. Et vous savez de nouveau le fait que des hauts dignitaires du gouvernement aient été briefés sur des épaves d'OVNI, possiblement construite en dehors de ce monde, est vraiment sensationnelle, il me semble. Vous devez vous rappeler, cette information est classée. Est-ce qu'elle devrait être classée est une autre question. Une question qu'Harry Reid pose. Il dit que plus devrait être public, et que c'est le but du rapport du Sénat, comme tu le sais. Mais quelle que soit la réalité, c'est dans les faits classé. Donc nous ne pouvons pas faire sortir cette information. La dernière chose que vous voulez faire en tant que journaliste, c'est d'utiliser des informations illégales, parce qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement peut faire ce qu'il veut de vous. Nous faisons extrêmement attention à ne pas sortir de la loi, et tous les éléments que nous avons pu utiliser ne sont pas classés, et le programme que menait Luis Elizondo n'est pas classé, mais il manipulait des informations classées. C'est en fait assez hallucinant que nous ayons pu obtenir autant d'informations sans même toucher aux informations classées. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mais nous ne pouvons le confirmer, ce sont des éléments classés. Étant donné que c'est une progression, peut-être qu'à un point, nous allons y arriver. Leslie. Oui, je veux juste rajouter pour Jay, parce que tu abordes la question d'extraterrestres. Je veux dire, les gens ont tendance à extrapoler. Les gens vont reprendre l'article, puis l'utiliser dans leur journal en disant « Le New York Times dit que les aliens se sont crachés sur Terre ». Si c'est ce que tu demandes dans ta question, c'est très important de ne pousser pas ça plus loin que ce que nous pouvons prouver, et même de ce que nous connaissons. Et même s'il y a des ovnis qui se sont crachés et qui sont en train de subir une rétro-ingénierie, notre sentiment est qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine, et je ne pense pas que beaucoup de monde connaissent vraiment d'où viennent ces vaisseaux, ou autres. Je pense que sauter directement sur l'idée qu'il y a des aliens ou de la vie extraterrestre intelligente traînant sur Terre, ou n'importe, je veux dire que c'est un gros tas de bonnes questions à se poser, mais je ne pense pas que nous ayons des réponses à cela pour l'instant. Et comme Ralph l'a dit, nous devons faire très attention à mener notre recherche pas à pas. Je ne sais si c'est ce que tu demandais, mais il y a une sorte de saut logique que beaucoup de personnes veulent faire, et c'est compréhensible, nous avons tous ces questions. Ralph. Je pense que cela montre à quel point nous avons progressé sur ce sujet. Pendant des années, la question a été: est-ce que ces objets sont réels? Est-ce qu'ils sont physiques? Ou sont-ils imaginaires? Ou sont-ils interdimensionnels? Et nos articles de ces dernières années nous donnent à penser que ces objets sont assez réels pour pouvoir être capturés par une vidéo filmée par la Navy.
Et ceci est un grand pas en avant. Nous ne parlons plus d'objets imaginaires ou d'archétypes ou de bêtes mythiques ou de figures religieuses. Nous parlons d'objets physiques qui ont été pourchassés et vus. Donc, oui, la prochaine question c'est qu'est-ce qu'ils sont, d'où viennent-ils, qui les pilote? Mais nous ne sommes pas prêts de répondre à ces questions, au moins essayons déjà de comprendre de quoi il s'agit exactement au niveau physique. Ensuite, nous pourrons nous attaquer aux autres questions. Leslie. Je pense que c'est un point extrêmement important. La question de savoir s'ils sont réels ou non n'a plus d'importance aujourd'hui. Et si on revient en arrière 5 ans plus tôt, c'était vraiment une question. Aujourd'hui, il parle de ces objets comme étant des menaces. Le rapport du Sénat du 20 juin fait référence à ces objets comme étant des menaces. Et c'est pourquoi il est important de les comprendre mieux. Le programme A-Type les considère aussi comme des menaces. Pas parce que ces objets sont des menaces, mais parce que quand vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas et qui fait la démonstration d'une technologie qui, pour autant que nous puissions le comprendre, personne ne possède sur Terre, vous devez le considérer comme une menace potentielle à cause de ses capacités avancées. Et le fait que ce type de langage est utilisé, le fait que ce soit discuté par le comité sénatorial pour la défense, et qu'ils ont rendu cette démarche publique pour forcer une réponse du département de la défense, cela montre que le problème de la réalité est absolument dans le passé. Je pense qu'il est en train de se dérouler un moment très important auquel chacun d'entre nous peut réfléchir. Et pour revenir à ce que tu disais sur la communauté, Jay, je respecte profondément l'immense travail que la sphère de la recherche ufologique a produit. Et j'ai bénéficié énormément de ce travail. Il n'y a aucun moment je n'ai voulu mépriser cette communauté. Nous parlions spécifiquement du bavardage à propos de nos articles, qui ne nous aide pas. Mais la recherche que de nombreux enquêteurs ont produit dans ce domaine est hors norme, et je le respecte profondément. Je veux juste être sûr que tout le monde le comprenne. Jay. Merci Leslie. Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent apprécient cela, et je suis d'accord avec toi. Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir, car nous parlions de rétro-ingénierie des épaves, et tu as dit que selon toi, s'il y en avait eu, elles n'avaient pas eu beaucoup de succès. Est-ce que c'est l'opinion que tu as formulée d'après ta recherche, ou d'après les notes de la discussion entre Eric Davis et l'amiral Wilson? Leslie. Tu sais, je n'aurais probablement pas dû parler de cela. C'est l'impression que j'ai d'après la discussion que j'ai eue avec mes sources, mais je ne devrais pas en parler plus en avant, Jay. Désolé. Jay. Pas de souci. Est-ce que tu penses que quelqu'un essaye d'interférer avec la diffusion de ton article? Leslie. Je ne suis pas au courant d'aucune interférence contre mon article. Et aucun des autres articles n'a eu d'opposition. Dire oui, il y a des sceptiques qui vont le critiquer et d'autres qui n'aiment pas le New York Times et qui parleront contre lui. Mais des interférences, je ne le dirai pas. Est-ce que tu le dirais, Ralph? Ralph. Je dirais que la reine du New York Times contient un certain nombre de journalistes de science qui sont assez vociférants, qui ont examiné nos articles au microscope, pourrait-on dire, et ont posé des questions quand ils ont pensé que nous allions trop loin. Donc une partie du scepticisme que nous soulevons provient du New York Times même. Et c'est logique. Chacun a sa propre vision du monde, ils sont tous très intelligents, avec un CV lié à la science. Ils sont pris en contre-pied par ces articles car ils sortent du courant de pensée majoritaire de la science aujourd'hui, alors que nous essayons de rester au plus près des faits prouvables. Cela demande un certain bon logique pour des personnes issues des domaines des investigations scientifiques conventionnelles. Quelques-uns de nos articles sont passés par nos propres scientifiques et ont posé des questions et parfois problèmes. Mais des articles ont survécu. Je ne pense pas que quiconque essaye de les bloquer. Tout le monde a le même but qui est de dégager la vérité la plus honnête possible de cette situation. Jay. La raison principale pour laquelle je vous pose cette question est que j'ai eu comme information qu'un des éditeurs a essayé de bloquer l'article. Il s'agirait de Lise Ballonneau du bureau d'édition de Washington. Je ne sais pas si vous pouvez commenter cela ou pas. Ralph. C'est complètement faux, car elle a édité l'article. Si elle était contre l'article, il n'aurait jamais été publié. Personne n'aurait pu la court-circuiter, car elle est la chef du bureau de Washington. Si elle était contre l'article, il n'y aurait pas d'article, je peux vous l'assurer. Ce que tu dis, Jay, est un exemple des rumeurs qui circulent sans que les gens sachent vraiment de quoi ils parlent.
Ces gens ne connaissent pas le fonctionnement du New York Times, ils ont peut-être une source au New York Times qui leur donne des fragments d'informations, mais c'est juste faux. S'il y avait la moindre opposition du Times, particulièrement d'un éditeur en chef, cet article aurait disparu définitivement. Jay. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter directement de notre article avec votre éditeur, Dean McKay? Est-ce qu'on lui a donné l'opportunité d'examiner les preuves de l'enquête? Ralph. Cela ne fonctionne pas comme cela. Il est tout en haut de l'échelon. Il a beaucoup d'autres choses dont il doit s'occuper, y compris la gestion des hauts gradés du New York Times. Il vient juste de nommer un nouveau CEO, donc il a l'esprit occupé par d'autres choses que les ovnis. Mais il a l'autorité absolue et la responsabilité absolue. Si quelque chose dans l'article se trouvait être complètement faux, c'est lui qui prendrait la sanction absolue. Il rentre en jeu juste à la fin pour voir si tout se passe bien, et lui aussi aurait pu tuer l'article dans l'œuf à n'importe quel moment s'il le voulait. Mais ce ne serait pas une situation où nous serions en train de bavarder à propos de l'article. Jay. Il semble que Reed ait été mis sous pression pour qu'il fasse marche arrière en publiant les derniers tweets qu'il a commis. Est-ce que vous êtes inquiet que les autres témoins en fassent autant s'ils sont soumis à la même pression? En tant que journaliste, est-ce que vous pensez que les arcanes du renseignement intérieur essayent de vous couper l'herbe sous le pied? Leslie. Je ne suis pas inquiète, Jay. De toutes les sources auxquelles nous avons pu parler, à l'évidence, Reed s'est inquiété. Mais aucun autre n'a remonté d'inquiétude. Et Luis Elizondo et Eric Davis se sont déjà exprimés de façon publique auparavant. Et je ne pense donc pas qu'il y ait une force immanente de la sécurité nationale qui essaye de nous faire taire. Ces personnes sont parfaitement capables de fonctionner sous ce type de pression. Ils n'ont aucun regret de s'être exprimés. Je pense qu'Harry Reid a ses propres problèmes à régler et ses propres raisons. Ralph. Harry Reid a aussi un long passé d'allié avec cette recherche. C'est lui qui a obtenu l'argent pour le programme ATIP avec Luis Elizondo. Il a beaucoup aidé la recherche, donc je ne pense pas qu'il soit fair-play de le montrer comme quelqu'un qui change d'avis ou qui est inconsistant. Il a eu des problèmes avec la façon dont les choses étaient formulées, nous avons accepté de modifier l'article dans un des cas, mais je pense qu'il faut garder en perspective qu'il est un vrai ami de la transparence et je suis sûr qu'il va continuer à le faire. Leslie. Je pense que c'est tout à fait vrai. Jay. La raison pour laquelle je parle de sécurité nationale et des pressions qui peuvent être faites sur les témoins, et comme vous le dites, ça peut très bien n'être que des rumeurs, car elles sont en ce moment à la vitesse de la lumière. De ce que j'ai entendu de ses contacts avec Eric Davis, il y a une pression sur lui pour retirer le terme classé de son témoignage. Concernant le briefing qu'il aurait donné sur le programme de récupération des épaves d'OVNI. Je ne suis pas sûr que vous puissiez commenter là-dessus. Leslie. Non, nous ne pouvons pas commenter là-dessus, car c'est quelque chose que seul Eric Davis peut dire, pas nous. Jay. D'accord. Est-ce qu'Eric Davis vous a donné des preuves qu'il ait donné ces briefings ou qu'il ait mentionné l'obtention de matériaux comme ceux prévus à l'intérieur de l'accord de coopération entre TCSA et l'armée américaine? Est-ce qu'il a donné d'autres éléments que vous n'avez pas publiés? Leslie. Nous devons le dire, nous avons passé des heures à parler avec nos sources. Comme tous les journalistes le font, nous avons vraiment beaucoup plus d'informations que ce que nous avons publié en 1000 mots. Donc la réponse est oui pour toutes nos sources. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Eric était très avenant et disposait d'informations de très grande qualité. Ralph. Il est important de préciser que nous n'avons jamais reçu d'informations classées. Nous n'en avons pas demandé, on ne nous en aurait pas donné si nous l'avions demandé, nous n'y toucherons pas, nous comprenons parfaitement les problèmes légaux que cela soulèverait, et ce n'est pas ce type d'article. Nous aurions dû recevoir secrètement des informations confidentielles. Cela nous aurait nui et donné au gouvernement l'opportunité de nous mettre la main dessus. Nous avons pris beaucoup de précautions avec les éléments de preuve dont nous avons disposé, et dont nous disposons encore. Certains n'étaient pas vérifiables dans les standards New York Times, donc nous ne les avons pas utilisés. Leslie. C'est vraiment très important. Nos sources font extrêmement attention à ne pas révéler d'informations classées.
Ils sont tous très attentifs à respecter leurs limites, et aucune d'entre elles n'a jamais franchi cette limite dans nos discussions. Ralph, je voudrais revenir sur une chose que Leslie a dit précédemment, et c'est qu'une grande quantité d'informations sort de la sphère de la recherche ufologique. Il y a beaucoup de gens intelligents qui ont beaucoup plus de temps que nous pour faire des recherches documentaires extensives et de terrain, et cela peut être très utile. Le problème est, tout est mélangé. Il y a des personnes qui sont extrêmement rigoureuses, comme Richard Dolan, qui sont très attentives et parfaitement conscientes des implications, et d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas de règles, qui mélangent des informations sûres et des informations fausses. Et du coup, quelqu'un venant de l'extérieur qui s'intéresserait au sujet pour la première fois pourrait cliquer sur du contenu corrompu. Nous sommes très reconnaissants auprès des chercheurs qui ont fait un réel travail de recherche, mais c'est un pot-pourri où toutes les recherches sont mélangées. Jay, je suis tout à fait d'accord avec ça. Une chose par rapport à Eric Davis, car il est devenu une icône dans la communauté ufologique, il est très hautement considéré par un grand nombre de membres de la communauté, et j'apprécie beaucoup de voir son nom cité dans les médias de masse, car dans ma vie, tellement de personnes ignorent les noms de Davis, de Louis Sandow, de Alpetov, de Chris Malone. On peut voir que ça commence à rentrer dans la tête des gens, et les articles comme le vôtre permettent en effet de mettre cela en avant. Je voulais savoir si Eric Davis est quelqu'un que vous allez utiliser plus avant par la suite dans un prochain article. Ralph, nous avons déjà passé beaucoup de temps à parler de ces sources. Je ne sais pas vers quoi nous nous tournerons pour la suite. Tout le monde a été très utile, mais je ne veux pas parler de l'avenir pour l'instant. Cela fait partie du processus de création d'un article de journal que je préfère garder pour moi. Leslie, et nous ne savons pas, Jay, ce qui se passera dans le futur. Des restrictions peuvent très bien être placées sur nos sources, sur leur liberté d'expression ou leur emploi. C'est dur de prévoir ce qui va se passer. Mais j'ai un immense respect pour Eric Davis. Et il est une fantastique source d'information. Il a été très coopératif, très volontaire et aidant. Nous le saluons pour ça. Ralph. Et je voudrais aussi dire que nous espérons que des personnes qui vont lire cet article peuvent décider de devenir des sources, maintenant que d'autres ont commencé à parler. Nous sommes d'ailleurs très ouverts à de nouvelles sources qui souhaiteraient prendre contact avec nous. Il y a encore, de façon évidente, beaucoup d'informations à récupérer. Nous accueillons toujours à bras ouverts les sources avec des informations à partager. Jay, vous avez déjà indiqué ça un petit peu. Twitter a réagi à quelques commentaires, et il y en a un où je vous cite « Vous ne pouvez pas tout publier d'un coup. À quel point pensez-vous que cet article est important et qu'allez-vous faire par la suite? Allez-vous continuer sur cet article ou changer de point d'accroche ?» Ralph. Nous allons certainement continuer notre travail. Nous sommes sur une bonne série avec le premier article en 2017, puis un an plus tard sur les comptes rendus des pilotes. Ensuite, un an après cela, nous avons eu les comptes rendus de quasi-collision. Donc, il y a un temps entre les articles, cela prend du temps, mais nous ne sommes certainement pas à la fin. Il y a des éléments que l'on a laissés derrière nous sur lesquels nous pourrions revenir. Nous avons aussi de nouvelles pistes à explorer. Cela dépend des informations que nous découvrirons. Mais de toute façon, nous continuerons. Leslie. Tout à fait. Nous avons encore beaucoup d'informations que nous n'avons pas pu inclure dans cet article, et donc nous avons encore plein de pistes à explorer. C'est ce qui nous intéresse, et nous allons le poursuivre aussi loin que nous pouvons. Jay. Cela nous amène à la dernière question. Évidemment, sans dévoiler ou spoiler toute future publication, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu mettre dans cette histoire, que vous auriez vraiment voulu mettre à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela pourrait être? Ralph, non. Leslie, oui, nous aurions pu rajouter quelque chose, mais non, nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit. Ralph, si nous avions eu plus d'espace, ou si nous avions pu vérifier certains éléments que nous n'avons pas pu vérifier, oui, bien sûr, il y a des choses que nous aurions voulu rajouter. Mais nous n'avons mis les éléments importants que nous voulions faire passer. Nous avons eu un gros impact. On peut le voir tous les jours sur New York Times, dans les articles les plus lus et les plus partagés. Donc nous allons continuer et nous y arriverons à un moment. Leslie. Oui, donc nous avons plus d'informations à suivre et à former et à creuser qui sortiront dans les articles suivants. Jay. Merci, cela conclut les questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez nous dire?
Ralph, nous voulions te remercier, Jay, pour ton intérêt, tes questions intelligentes et ta compréhension de ce que nous essayons de faire. Nous adorons voir comment les lecteurs réagissent aux articles, et cela nous conforte dans les choix que nous avons pris. Il y a beaucoup d'efforts que vous ne voyez pas, qui sont nécessaires à l'écriture d'un article, dont nous apprécions les gens qui s'intéressent vraiment à cette recherche et posent les bonnes questions, et qui tiennent le public informé, donc nous te remercions. Leslie, je me fais l'écho de ce que vient de dire Ralph. Je remercie tous ceux qui nous supportent. Nous sommes tous après la même chose, la vérité, et de trouver plus de réponses à propos de ce sujet. Et notre travail est de prendre une grande quantité des connaissances que les ufologues ont dégagées et d'apporter ces informations à la population. C'est notre rôle, et je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans cette histoire. Le nôtre est de prendre le meilleur des connaissances, de l'amener au New York Times, de les faire vérifier par le système le plus rigoureux du monde, les diffuser, et du coup impacter les ponts du gouvernement et la direction dans laquelle le futur se déploiera. Nous apprécions les efforts de chacun, comprenant ce que nous faisons et les épreuves que nous avons à traverser, la difficulté à le faire, et nous remercions tout le monde pour toutes les informations qu'ils ont pu fournir au monde. Et merci pour tout votre soutien. Jay, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux, j'espère que nous pourrons nous réunir à nouveau pour un prochain article, et de la part de la communauté de personnes qui veulent sincèrement voir la vérité émerger des ombres, je veux juste vous dire de continuer à avancer, à pousser, c'est très important, plus important que la plupart ne pensent. Et c'est grâce à des personnes qui fournissent le même effort que vous et les chercheurs indépendants dans la communauté que nous verrons enfin ce sujet traité avec le degré d'attention et d'importance qu'il mérite. Merci encore à tous les deux. Leslie, merci de nous avoir reçus. Ralph, merci Jay. Fin de la traduction. Le but d'Explorer est d'explorer la frontière entre science et recherche en s'appuyant sur les meilleures sources. Si vous souhaitez que je cherche d'autres sources sérieuses et que je les traduise, indiquez dans les commentaires le sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas à offrir vos critiques, j'améliorerai le process au fur et à mesure. Les vidéos sont toutes démonétisées et sans publicité. Au prochain épisode.